Il a fallu être là pour, entre le travail, l'hôpital, la maison, il fallait être partout. Puis il y avait des gens qui ne comprenaient pas bien ce que c'était le diabète. Alors j'ai eu aussi des réflexions du genre, tu n'avais qu'à pas leur donner trop de chantilly quand ils étaient jeunes. Il fallait que je m'explique, il fallait que je m'excuse pour ça. Et ça, c'était très dur. Dans cet épisode de Transplanté, Romain et Christine vont nous raconter leur histoire de vie familiale si particulière. En effet, Romain et son frère jumeau ont été transplantés tous les deux du rein et du pancréas. Christine, maman seule, a dû accompagner ses enfants du diagnostic de type 1 jusqu'à la greffe. Elle nous raconte avec émotion son vécu, son ressenti et sa manière d'aider ses enfants comme elle a pu, jusqu'à la greffe. Je m'appelle Christine et je suis une maman solo de 2 garçons, Romain et Julien, qui sont devenus diabétiques. Julien a 10 ans et Romain a 14 ans. Ça a été un parcours assez difficile, même en tant qu'aidante, puisqu'ils se sont retrouvés plus d'une fois en urgence à l'hôpital et j'ai dû faire front à tout ça. Bonjour, moi c'est Romain, donc du coup le deuxième enfant qui est devenu diabétique à 14 ans, et puis je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé jusqu'à ma greffe là très récemment. Je vais vous raconter un petit peu vraiment le parcours qu'a eu mes fils. Julien a eu son diabète à 10 ans et je ne connaissais absolument rien sur le diabète de type 1, donc ça s'est fait très très vite. Et je me suis retrouvée devant la diabétologue qui m'a expliqué que le diabète, ce n'était pas rien, qu'il y avait des conséquences et il fallait que j'aide Julien à passer ce cap. Ensuite, pour Romain, il a eu 4 ans pour s'habituer au traitement de Julien, donc il savait déjà un peu comment ça se passait. Mais lui aussi, quand il est devenu diabétique, ça a été quand même assez difficile à avaler. Ça a été difficile parce que je pense qu'ils ont trouvé ça injuste que ça leur arrive. On n'a jamais su vraiment le pourquoi c'est arrivé. Et c'est sûr qu'à 14 ans, en adolescence, se retrouver avec se faire des piqûres, se piquer les doigts 3 fois par jour et se faire des piqûres d'insuline, ça n'est pas évident. Et j'ai surtout moi, en tant que maman, été peut-être aidante, mais aussi souvent sur leur dos pour leur rappeler de faire attention, tellement j'étais angoissée qu'il leur arrive quelque chose. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, les garçons ont beaucoup été appelés en urgence, ont été beaucoup en urgence à cause de ce diabète. J'ai eu les pompiers plusieurs fois à la maison. Il y a des fois, ils se sont retrouvés tous les deux en urgence aux hôpitaux. Les hôpitaux, j'en ai fait beaucoup. Je connaissais pas. En tous les cas, on a eu la chance de tomber sur une équipe en diabétologie à Poissy qui était très bien. C'était les 2 chouchous, étant donné que c'était des jumeaux. Ils ont été beaucoup chouchoutés. Et après, toute cette période de diabète est arrivée les problèmes de rein. Donc du coup moi, à 14 ans, vous imaginez l'adolescence, tout ça, c'était pas très facile à entendre de dire à partir de maintenant, t'as plus le choix, tu manges comme ci, comme ça, machin, t'as plus le droit à ça, ça, ça. Et en plus, il faut que tu fasses attention, parce qu'il faut que tu te piques. Si tu fais pas bien attention, tu peux faire des hypos ou des hyper. Donc j'avoue qu'à 14 ans, on comprend pas trop, c'est un peu compliqué. Et du coup, on a mis du temps à comprendre. Effectivement, quand on fait 6 acédocytoses en une seule année, normalement, on n'est pas censé trop être là. Thomas Bréard, infirmier coordinateur de transplantation. L'acidocétose diabétique est une complication aiguë du diabète qui survient le plus souvent dans le diabète de type 1. Elle est diagnostiquée par des analyses de sang qui montrent des taux élevés de glucose, de cétone et d'acide. Les symptômes de l'acidocétose diabétique incluent les nausées, les vomissements, la douleur abdominale et une odeur fruitée de l'haleine caractérisée. En cas d'absence de traitement, l'acidocétose diabétique peut progresser jusqu'au coma et à la mort. Oriana Ciaccio, chirurgienne. Il y a des patients qui pourtant sont très observants, mais comme il y a en alternance des yo-yo entre hypoglycémie et hyperglycémie, parfois ils ne peuvent pas
faire la dose pleine d'insuline dont ils auraient besoin parce qu'ils se retrouvent assez facilement en hypoglycémie. Et l'hypoglycémie peut être mortelle. Donc, ils sont obligés à faire des compromis entre l'hypoglycémie et l'hyperglycémie, ce qui fait qu'au total, ils peuvent peut-être passer plus de temps en hyperglycémie qu'en normoglycémie. Mais bon, je sais pas, j'avais peut-être la force de trouver un peu, me dire qu'il y avait un ange gardien, et finalement, au bout de quelques années, on va dire une dizaine d'années, j'ai réussi à surpasser ça et à trouver la force de continuer, même si, bon, pendant quelques années, il y a eu peut-être une dépression, quelque chose qui n'a pas aidé. Et pourtant, je suis là en train de vous parler pour vous dire que accrochez-vous. C'est peut-être dur à comprendre au début, mais vous allez voir que plus tard, ça va vous aider. L'alimentation au début, ouais, c'était dur parce que quand je voyais les copains manger ou boire du soda, des trucs, de dire non, 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 attention. Et puis du coup, forcément, dès qu'on prend un peu plus de sucre ou de trucs, tout de suite, on ne se sent pas bien. Donc du coup, on fait moins de choses, on est plus fatigué. Donc oui, ça impacte franchement beaucoup. Après, comme j'ai eu aussi une éducation thérapeutique, au bout d'un moment où on apprend à calculer ce qu'on mange par rapport à faire l'insuline, du coup là ça a été plus facile, mais c'est vrai qu'au début, oui, j'avoue que dire bon, on n'avait pas trop envie, donc du coup, ouais, je sais pas comment vraiment expliquer, c'est différent en fait, on se sent pas comme les autres. Je pense que c'est ça, surtout à l'adolescence, on se croit trop fort et tout, et finalement, on met un stop à notre vie. C'est surtout ça qui était un peu plus dur à accepter. Tout le monde savait, au contraire, on nous a dit surtout parlez-en autour, parce que moi, quand je suis devenu diabétique, c'était beaucoup moins, on en parlait beaucoup moins que maintenant. Il y avait beaucoup moins de diabète, surtout de type 1. Donc on nous a dit, bah, parlez-en autour de vous, dites à vos entourages qu'est-ce qu'il faut faire quand vous faites une hypo, machin, pour qu'éviter les gens en panique ou fassent des choses. Donc ça, on s'est jamais caché là-dessus. Parce qu'au contraire, ça aurait peut-être empiré les choses, je pense. Mon frère a eu le diabète, lui, à 10 ans. Et comme moi, je l'ai eu à 14 ans, donc j'ai pu suivre quand même un petit peu. Ça a été quand même impactant pour moi quand j'ai eu 14 ans, mais j'ai eu le temps aussi de m'adapter, de voir qu'est-ce que c'était le diabète, comment on pouvait gérer ça et tout. Même si quand nous, on devient diabétique ou une autre maladie haute, c'est différent, mais on peut quand même s'adapter en se renseignant auprès des autres. Surtout que maintenant, il y a Internet et tout, c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, oui, j'ai pu quand même apprendre un petit peu à savoir vivre avec. Alors l'annonce du diabète a été très difficile pour moi aussi, parce que je ne connaissais pas, comme je vous l'ai dit, ce que c'était le diabète de type 1, et je me suis retrouvée toute seule devant une diabétologue qui était très bien d'ailleurs, qui a dû tout m'expliquer et qui m'a expliqué que le diabète, ce n'était pas rien, qu'il y avait des problèmes sur le temps qui pouvaient arriver. Donc au début, ben, ça a été un peu un choc. Je me suis dit, ben, encore des problèmes à résoudre et tout ça. Et puis après, je suis une maman, hein, comme toutes les mamans, on aime ses enfants, et je me suis dit, ben, il faut être là. Donc j'ai essayé d'être là comme j'ai pu. C'est sûr que ça, c'est pas facile parce que au début, c'est moi qui faisais les piqûres à Julien. Après, faut toujours être derrière eux, peut-être un peu trop pour la nourriture. Notre place, elle est pas facile à prendre parce que on les aime, on voudrait qu'ils aillent mieux. Et puis, on se dit, ben, t'es trop sur leur dos. Il y a des moments, ils ont besoin d'être un peu tranquilles, de vivre leur vie. Et moi, par peur, peut-être, j'ai toujours été là à leur dire de faire attention. C'est vrai que pour moi aussi, il y a eu des passages difficiles où j'ai fait des dépressions. Il a fallu être là pour entre le travail, l'hôpital, la maison. Il fallait être partout. Et puis il y avait des gens qui comprenaient pas bien ce que c'était le diabète. Alors j'ai eu aussi des réflexions du genre, t'avais qu'à pas leur donner trop de chantilly quand ils étaient jeunes. Il fallait que je m'explique, il fallait que je m'excuse pour ça. Et ça, c'était très dur au niveau de l'entourage d'expliquer ce que c'était. Heureusement, j'ai certaines personnes et des amis qui m'ont aussi beaucoup aidé et qui aiment beaucoup les garçons d'ailleurs. Mais j'avoue que
J'aurais aimé au moins avoir quelqu'un à côté de moi pour pouvoir aider les garçons. C'est une chose qui leur a manqué aussi dans leur parcours, je pense. Ils m'ont pas toujours dit ce qu'ils ressentaient, mais moi je voyais bien que ça n'allait pas. Bah, en gros, à 14 ans, on se dit, bon, bah, je suis ado, j'en ai un peu marre, machin. Bon, c'est venu après, mais dire, ouais, c'est bon, si je le fais pas une fois, ça va aller. Et finalement, bah, on se dit ça un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et au bout d'une semaine, bon, bah, allô, les pompiers. Et du coup, on a fait souvent ça, mais c'était pas conscient, en fait. C'était juste un ras-le-bol, parce qu'on est jeune, on se dit, bon, bah, pourquoi moi, machin. J'ai appris, du coup, à vivre avec. Et maintenant, jusqu'à récemment, du coup, je faisais beaucoup plus attention à mes piqûres, de faire bien comme il faut, même si c'était pas simple, parce que bon, je venais d'accepter vraiment le diabète et de dire bon, fais attention, fais comme ci, comme ça. Et c'était aussi plus simple qu'à l'époque, parce que quand je suis devenu diabétique, ou même que mon frère est devenu diabétique, il n'y avait pas autant de progrès. Donc il y avait encore les autopiqueurs où les doigts, ça les bousille, quoi. C'était des seringues au lieu des stylos, enfin c'était pas très répandu. Donc du coup c'était pas pareil à l'époque que maintenant. Maintenant, quand on devient diabétique, enfin, je le souhaite à personne, mais ce que je veux dire c'est que il y a beaucoup plus de monde qui connaît ça, c'est beaucoup plus répandu, les soins sont beaucoup plus faciles. Par exemple, maintenant il y a les capteurs, donc du coup on a pu aspiquer les doigts. Pareil, il y a les pompes, c'est beaucoup plus répandu, les stylos font beaucoup moins mal que les piqûres, faut pas attendre 20 minutes avant de manger. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant à accepter. Bon, je le souhaite vraiment à personne. Et moi, c'est ce que je me disais, j'aurais préféré être diabétique dès la naissance, parce que j'aurais pu apprendre à vivre avec, qu'en plein milieu de l'adolescence, ou voire plus tard, genre à mes 30 ans, quand j'aurais mûri. C'est vrai qu'à 14 ans, bon, quand on est ado, c'est qu'il y a 5 ans, du coup, j'ai fait ma tentative qui a fait un déclic, qui a fait que j'ai commencé à faire bien attention, mais c'était un peu tard, parce que du coup, je suis parti sur Brest pour mon projet de vie. Malheureusement, au bout d'1 an et demi, mon corps, il a dit hop, 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 là, qu'est-ce que tu fais? Du coup, c'est arrivé vraiment d'un coup, parce que il y a eu bord les yeux, même si j'étais suivi pour ça, pas de problème. Mais là, même pas à 4 mois, j'ai la vision qui a baissé, on m'a dit, bon, bah, faut faire des lasers, des piqûres, machin, j'ai fait, bon. Donc encore un coup, mais comme j'étais plus grand, j'ai quand même réussi à surpasser ça. Et après ça, bah, il y a eu aussi, ils m'ont dit, bon, bah, faut faire attention, parce que là, il y a des reins qui commencent à faire, qui prennent, donc on dit, c'est pas très grave, faut juste faire attention, faut faire attention à ce que tu manges et tout. Je dis, bon, ok, il y a pas de souci, je fais ça, mais en fait, j'avais fait tellement d'erreurs à l'époque quand j'étais jeune qu'en fait, en bout de 3 mois, j'ai eu les yeux, les reins, et au bout d'1 mois et demi, on me dit, bon, bah, faut que tu fasses des dialyses. Ah, bon. Donc, du coup, ouais, ça a été compliqué. Je me suis dit, ça y est, je me relance pour une vie, j'ai accepté mon diabète, j'ai fait tout ce qu'il faut pour essayer de m'en sortir, et puis pouf, j'ai eu encore un coup. Les reins sont des organes qui permettent de fabriquer l'urine. Alban Brodin-Sartorius, néphrologue. L'urine qui est donc faite d'eau, donc les reins éliminent l'eau, et qui sont faits d'urée, qui élimine donc tous les toxiques présents dans le sang. Donc les reins permettent de nettoyer l'organisme en enlevant l'eau et en enlevant les toxines. Donc quand la maladie rénale apparaît, les patients finalement ont de la rétention d'eau, s'intoxiquent de l'intérieur et petit à petit, il y a une diminution de l'énergie vitale. Les reins sont des organes vitaux, donc quand ils s'arrêtent de fonctionner, finalement, la vie s'arrête aussi. Donc le diabète abîme les reins jusqu'à un stade d'insuffisance rénale terminale et chez ces patients, on peut proposer la transplantation rénale. Donc du coup, bah, il fallait que je choisisse ce que je voulais faire, si je voulais retourner sur Paris ou sur Nantes. Car il y a aussi Nantes, mais bon, à Nantes, comme je connaissais personne, pas la région, qu'il fallait peut-être aussi travailler, parce que comme j'étais tout seul, du coup, il fallait payer le loyer, pouvoir manger tout ça, mais quand on a la dialyse, ça impacte énormément notre vie, parce que ça paraît pas, mais 3 fois par semaine, pendant 4 heures, ben, ça vous fait à peu près 12 heures dans la semaine où vous pouvez pas travailler, déjà de base. Donc déjà, c'est compliqué pour trouver un travail. Et c'est surtout qu'aussi, par rapport à mon expérience, je parle pas par rapport aux autres,
c'est que comme j'avais beaucoup fait d'acédocytose, beaucoup de choses avec le diabète, c'est que ça me fatiguait énormément. Donc du coup, ma vie, elle a changé du tout. Encore avec le diabète, je pouvais m'adapter, ça, il n'y avait pas de souci, les stylos, ça aidait tout ça. Mais avec la dialyse, on n'a pas le choix en fait. C'est comme ça et on ne peut pas faire autrement parce que si on va pas en dialyse, du coup, on peut en mourir. Et pas dans de bonnes conditions. Parce que quand j'ai appris, par exemple, que j'avais une insuffisance rénale, quelques mois après, bah, tout de suite, j'avais œdème dans les poumons. Donc c'était autour de la plèvre, donc du mal à respirer, là, beaucoup de fatigue et tout. Donc là, oui, j'ai dit, ah oui, là, quand même, là, ça va être autre chose. 2022, fin 2022, jusqu'à là, enfin récemment, ma vie, elle était complètement différente, quoi. Je sentais que je pouvais plus faire autant de choses qu'avant, avant j'aimais bien aller sortir, faire des trucs et en fait, en plus, on n'a pas de chance parce qu'on habite dans un bâtiment où il n'y a pas d'ascenseur et on est au dernier étage. Donc du coup, forcément, quand on a envie de sortir, il faut se dire, bon, je suis fatigué, je viens de faire ma dialyse, après, est-ce qu'il faut remonter les 4 étages, machin? Moyen, quoi. Donc forcément, ouais, la dialyse, ça n'a pas facilité les choses. Bon, après, comme mon frère, lui, a eu ça avant, donc du coup, j'ai eu la chance, on va dire, entre guillemets, de pouvoir avoir un parcours plus facile, on va dire, parce que j'avais déjà les contacts. Heureusement qu'il y avait Thomas, du coup, aussi, qui a pu aider à faire le transfert, ou même mon ancien coordinateur avec Manéfro de Brest, qui connaissait des gens ici, donc il m'a dit, bah, je veux te mettre en contact. On a commencé à faire les examens là-bas. Ça a été moins impactant que si je connaissais rien et que ça m'est arrivé d'un coup, quoi. J'ai eu beaucoup d'aide, j'ai beaucoup été entouré. En plus, j'ai eu la chance d'avoir des amis avec qui je suis très proche qui étaient là pour moi et tout ça. Il y a aussi ma maman, forcément. Mon frère, même si des fois on se prenait la tête, il m'a expliqué des choses et tout, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais quand même, il y a un petit truc qui dit, bon, bah, notre vie, elle va s'arrêter pendant quelques temps. Eh ben, il nous est encore arrivé une tuile en plus, puisqu'ils sont tous les deux eu des problèmes de reins. Évidemment, Julien étant le premier diabétique, il a été le premier à avoir les problèmes en 2020. Donc j'ai dû l'emmener en urgence pour un œdème du poumon. Ça a encore été un sacré coup à prendre. Et puis après, je me suis inquiétée pour eux et je me suis dit, bah, c'est des jumeaux, Romain, il va peut-être y avoir le droit aussi, en espérant que ce ne serait pas tout de suite. Et ben, Romain est arrivé, il a dû rentrer à Paris parce qu'il s'est fait suivre aussi au même endroit que Julien, donc à Brousse, pour tout ce parcours. Avant, ce qui a été difficile aussi, ce sont les dialyses, de savoir ils partaient le matin. Heureusement pour eux, moi, plus disponible puisqu'à la retraite. Mais en tant qu'aidant, je vous avoue, j'ai eu la chance d'être à 60 ans à la retraite. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de soi, on s'oublie, mais ce qui est important, c'est la santé de ses enfants, c'est qu'ils s'en sortent, on est là pour ça, on est là pour les aider. Il faut vraiment beaucoup de force. Bon, parfois, je me suis fait aider par des psychologues, puisque je pouvais pas tout gérer toute seule. Et il y a quelque chose aussi que je voudrais vous parler. Après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais nous avons la chance d'avoir chez nous 3 soigneurs. Les garçons ont un chat, et je peux vous dire que quand les garçons rentraient de la dialyse, qu'ils étaient fatigués, les chats, ils étaient là, ils couchaient, ils dormaient avec eux, contre eux, c'était un réconfort pas possible. Donc, j'étais pas vraiment toute seule, puisque j'avais 2 autres minous qui m'ont aidée. Et même avec moi, en tant que maman, ça m'a fait énormément de bien. Si vous aimez les animaux et si vous avez un enfant comme ça qui est malade, prenez-en un. Vous verrez que pour les enfants, c'est vraiment formidable. Donc du coup, pour mon parcours de greffe, du coup, j'ai eu la chance, alors désolé à mon néphrologue de Brest, je ne connais plus son nom, qui connaissait des gens ici et du coup, qui m'a donné les coordonnées. Donc du coup, ça a été plus simple déjà de pouvoir faire tous les examens, tout ça. Et en plus, dans mon cas particulier, c'est que moi j'ai fait des études en pharmacie.
Donc je connaissais déjà un peu comment ça se passait. Et en plus, avec mon frère qui, lui, avait déjà commencé le parcours, du coup, je me suis pas inquiété, je connaissais les risques et aussi les réussites. Ça a été plus favorisé. Et en plus, dû à mon mental, comme j'ai commencé à accepter, je savais que plus j'allais attendre et plus j'allais être angoissé. Donc j'ai continué à vivre quand même ma vie malgré les difficultés, les fatigues, les dialyses, tout ça. Parce que moi, j'ai eu la chance de tomber sur une association de jeux de société. Et sans eux, ça aurait été plus compliqué. Je peux faire un grand merci encore à eux. Parce que sans eux, ça aurait été complètement différent. Et là, récemment, après ma greffe, ils m'ont fait une énorme surprise parce qu'en fait, on fait des séjours pour apprendre à comment lancer un jeu, faire tout ça. Et ils m'ont fait une surprise où je m'attendais pas du tout. En fait, ils avaient préparé une cagnotte après ma greffe pour me dire que j'avais été fort, qu'il fallait que je le méritais parce que je leur apportais beaucoup et qu'eux m'ont beaucoup apporté. Donc, ils m'ont fait une surprise de me faire un chèque de 1 000 euros. Je reviens toujours pas quand même. C'est des fous. Moi, je demandais juste à passer du bon temps, à faire des jeux de société et finalement, j'ai eu du monde pour m'entourer. Donc, faites ça aussi. Allez vous promener, trouver des choses à faire. Parce que même si les gens ne se connaissent pas, vous allez voir, plus vous allez être entouré et plus ils vont vous aider inconsciemment. Moi, c'est pareil, ils y connaissaient rien, mais ils faisaient tout le temps attention à ce que je faisais inconsciemment. Et du coup, ça m'a aidé à dire, ah oui, attention, faut pas trop manger ça et machin. Donc oui, faites quand même des activités, même si c'est pas facile, je le comprends très bien. Mais vraiment, entourez-vous. C'est un des grands conseils que j'ai à vous dire. Le reste a sa place, a toute son importance, et justement, on a absolument besoin du reste. Sarah Michel, psychologue. Donc autre que médical, la vie sociale, familiale, artistique, quand il y en a, professionnelle, on a absolument besoin de ça. Je crois que les patients qui tiennent le mieux, qui vivent le moins mal, en tout cas le plus correctement possible, le chemin de la greffe, c'est ceux qui ont autre chose que là ou les maladies dans leur vie. Comme Julien, justement, a eu des problèmes, on a été voir un néphrologue et il nous a commencé à nous parler de la greffe et même de la double greffe. Donc j'ai accompagné Julien à son premier rendez-vous et le professeur Sakuna nous a bien expliqué ce parcours et moi ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit voilà, il y a une sortie. Il y a une solution. Et j'avoue que pour moi, c'est un miracle parce que quand mes fils sont devenus diabétiques, quand ils ont eu leurs problèmes, leur dialyse, savoir après ça qu'ils allaient avoir une greffe et que leur vie allait changer, ils allaient pouvoir vivre tranquillement. Pour moi, c'était vraiment un miracle. J'ai vraiment pris ça du bon côté, même si c'était dur, comme dit Romain aussi souvent, ces dialyses, tous ces problèmes qu'on a accumulés avec les années. Là, il y avait une issue de secours. Là, on avait des gens formidables qui se sont occupés d'eux. Je me suis même, moi, inscrit sur un site sur Facebook pour suivre les gens qui étaient en attente de grève et tout. Et quand ils ont été opérés, j'ai donné mon avis pour leur donner espoir, pour leur dire n'abandonnez pas. C'est vraiment pour vous une solution de vivre autrement, de retrouver une vie sereine où vous allez être beaucoup mieux. Ce qui est le cas maintenant pour mes 2 garçons. Et toujours en ayant une pensée pour les donneurs. Parce qu'évidemment, une greffe, c'est aussi 2 personnes qui sont parties. Et moi, je me mets à la place des parents et me dis, ça doit être vraiment difficile. Mais ça vaut le coup parce que ça sauve la vie de d'autres enfants et ça leur permet de continuer. C'est très dur pour une maman de vous dire tout ça, mais il y a toujours un espoir, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose. On a eu des équipes formidables qui nous ont aidés. Il faut s'appuyer là-dessus, il faut leur faire confiance. Il faut se dire pourquoi
pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi aussi? Du coup, je m'attendais pas à recevoir un appel le matin, parce que généralement on nous dit que c'est dans la nuit. Effectivement, mon frère jumeau, lui, c'était dans la nuit. Et surtout que moi, on m'appelle un 1er avril le matin. Je me dis, qui c'est qui me fait une blague à cette heure-là? Et finalement, quand j'ai vu le numéro, j'ai fait, ah, peut-être une bonne nouvelle du coup. Et effectivement, c'était une très bonne nouvelle pour un 1er avril. On m'a dit, bah, ça y est, c'est pour toi. Donc là, oui, j'ai commencé un peu à stresser parce que forcément, c'est là où la vie va encore changer. Même si avant, elle a changé par rapport au dialyse. Mais là, c'est un changement positif. On va se dire, enfin, ça y est, on va pouvoir un peu être beaucoup plus libre. Même si on nous a expliqué avant, pendant les dialyses et tout, pendant nos rendez-vous, bah, après, il y aura quand même des rendez-vous, il faudra faire attention. Mais ce moment-là est particulier parce que on se dit, comment ça va se passer? On ne sait pas, même si des équipes qui nous suivent nous expliquent bien, c'est différent de l'expliquer que de le vivre. J'étais quand même stressé, je me dis, ça y est, c'est bon, est-ce que ça va être bon? Est-ce que les organes vont pouvoir être mis, tout ça? Et quand à 16h on me dit, bon, bah ça y est, tu passes au blog, je dis, ça y est, c'est chouette, je vais pouvoir y aller. Même moi, j'ai encore du mal un petit peu à me dire, bon, bah ça y est, ma vie, elle a changé, je fais plus de piqûres, tout va bien. Enfin, je me demande ce qui se passe, mais tant mieux. C'est ce que je demandais depuis plus de 20 ans. Donc du coup, après, effectivement, j'en suis arrivé à un point où on a dû faire un don d'organes. Ce que je souhaite à personne, c'est faites, même si vous avez un diabète et tout, faites bien attention. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à se réguler. Effectivement, moi, personnellement, j'ai fait des bêtises et je le regrette, malheureusement. Mais heureusement qu'il y a la double greffe qui existe. Et mamma mia, merci. Merci à tous. Transplanté, c'est un podcast proposé par l'équipe de transplantation du rein-pancréas de l'hôpital Paul Brousse et de l'hôpital Bicêtre, les établissements de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Nous remercions Christine et Romain, ainsi que Alban Brodin-Sartorius et Sarah Michel pour leur témoignage.